Salut les Blue Dots, quelles sont les nouvelles du spatial de la semaine? La toute première image du trou noir du centre de notre galaxie a été révélée. Hey, c'est gros, c'est énorme! Oh, c'est à couper le souffle! Ingenuity, abandonne-nous pas comme ça! Il fait de plus en plus froid pour nos rovers martiens. Puis la Terre tremble encore sur Mars. Une image spectaculaire en Chine, un mollusque spatial aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'actualité spatiale, coudonc? Wow! Hey, cette semaine, les Blue Dots, découvrez la première image à couper le souffle du trou noir de notre galaxie révélée par des astronomes. Incroyable! Wow, on vit ça, nous, hein? La toute première image du trou noir supermassif au centre de notre galaxie a été publiée par l'Event Horizon Telescope, ou le EHT. Cette image provient de la même équipe de plus de 300 scientifiques internationaux qui a produit la toute première image d'un trou noir dans une autre galaxie en 2019. Prise à l'aide d'un réseau de 11 télescopes à travers le monde pour produire un télescope de la taille de la Terre. L'image ne montre pas le trou noir lui-même, mais l'ombre de l'horizon des événements autour de Sagittarius Alpha. Un trou noir est un endroit massif et dense dans l'espace où un champ gravitationnel est si fort que même la lumière ne peut pas en sortir. Un horizon des événements est la frontière marquant les limites d'un trou noir, donc sa surface. C'est là qu'un objet pourrait s'échapper de l'attraction gravitationnelle du trou noir. Cependant, au-delà, tout est condamné. OK, mais qu'est-ce que Sagittarius Alpha? C'est quoi ça? Eh bien, c'est le trou noir supermassif au centre de notre galaxie, la Voie lactée. C'est environ 35 millions de kilomètres de large et une puissante source d'ondes radio. Il a été découvert pour la première fois en 1974, mais jusqu'à présent, il n'a pas été possible de l'imaginer. Mais cette nouvelle image aidera les astronomes à étudier les propriétés de l'accrétion et de l'écoulement autour du centre de notre galaxie. Il approfondira également l'étude de la physique fondamentale des trous noirs. Mais où est Sagittarius Alpha? Ben, Sagittarius Alpha est à environ 27 000 années-lumière de nous. Ça veut dire que si on va à la vitesse de la lumière, ben ça prendrait 27 000 ans pour l'atteindre. Je veux dire, on va pas à la vitesse de la lumière. Imaginez comment c'est long, 27 000 ans, mais à la vitesse de la lumière. Cependant, l'image d'aujourd'hui en fournit la première preuve visuelle directe. La ligne diagonale d'objets brillants dans cette image du cœur de notre galaxie, la Voie lactée, sont toutes de puissantes sources d'ondes radio. Le centre lumineux abrite le trou noir supermassif Sagittarius Alpha. Les cercles denses et brillants sont les pépinières de nouvelles étoiles chaudes et les bulles sont les cimetières d'étoiles massives explosées. Les formes filiformes ne sont pas encore comprises, mais tracent probablement de puissantes lignes de champs magnétiques. Cette image géante a été assemblée à partir des observations faites par le Very Large Array, ou VLA. Qu'est-ce que ça veut dire EHT? Ben, le projet Event Horizon Telescope, ou EHT, crée des images de trous noirs. Il utilise un réseau mondial d'observatoires radio pour créer efficacement un télescope de la taille de la Terre. La luminosité et le motif du gaz autour de Sagittarius Alpha changeaient rapidement pendant que l'équipe l'observait. C'est un peu comme prendre une photo de soldat squelettique pendant qu'il se déplaçait. C'est quoi ça? L'image finale du trou noir Sagittarius Alpha est une moyenne des différentes images extraites par l'équipe à l'aide de 11 télescopes dans le monde. Mais qu'en est-il de l'image précédente du trou noir? En 2019, le EHT a publié la toute première image d'un trou noir au centre de la galaxie elliptique supergéante M87 qui se trouve dans la constellation de la Vierge. Il a révélé une structure brillante en forme d'anneau avec une région centrale sombre. C'est l'ombre du trou noir. Le deuxième plus grand trou noir vu de la Terre, il est environ 1000 fois plus grand que le trou noir de la Voie lactée. C'est comme un bang pour Sagittarius Alpha versus un stade de soccer pour M87. Et il est 2000 fois plus éloigné. L'image initiale publiée en 2019 a été mise à jour en 2021 pour inclure la lumière polarisée autour du trou noir M87. OK, mais Sagittarius Alpha contre M87, parle-moi plus d'eux autres, s'il te plaît.
Ben, les deux trous noirs imagés par la collaboration Event Horizon Telescope EHT sont très différents. Le gaz à proximité des trous noirs se déplace à la même vitesse, presque aussi vite que la lumière. Mais là où le gaz met des jours, voire des semaines à orbiter le plus grand, M87, eh bien il complète une orbite en quelques minutes à peine pour Sagittarius Alpha. Nous avons donc deux types de galaxies complètement différentes et deux masses de trous noirs très différentes. Mais près du bord de ces trous noirs, ils se ressemblent étonnamment. Cela indique donc que la relativité générale régit ces objets de près. Puis toute différence que nous voyons sur l'image, ça doit être dû à la différence de matière qui entoure le trou noir. C'est tout. Après un blackout dans les communications de Mars Ingenuity nous a fait peur, c'est le retour à la normale. Ingenuity semble être en récupération d'un problème de communication sur Mars. Le JPL, Jet Propulsion Laboratory, a rétabli le contact avec le petit hélicoptère drone après avoir manqué un appel planifié environ 2 jours auparavant. Les ingénieurs suggèrent que le drone aurait rencontré un état de faible puissance en raison d'une combinaison de haut niveau de poussière dans l'atmosphère et de basse température locale. La poussière diminue la quantité de soleil frappant la matrice solaire, réduisant ainsi la capacité d'Ingenuity à recharger ses 6 batteries lithium-ion. Mais là, ça marche plus, là. Eh bien, remets ta batterie, là, ce matin. Merci. Lorsque l'état de charge de la batterie est tombé en dessous d'une limite inférieure, la programmation a ordonné le mode Standby. Ingenuity a maintenant accumulé 28 sorties. C'est considérablement au-delà de son plan de vol initial de 5 excursions prévues après avoir atterri sur la surface martienne en février 2021. Les tours de rotor d'Ingenuity ont augmenté en septembre dernier pour réduire la densité atmosphérique due à des changements saisonniers à la zone d'atterrissage de la mission, le cratère G0 de Mars. Jusqu'à présent, le plan a bien fonctionné. Le rotorcraft, j'aime ça dire ça, rotorcraft, a accumulé un total de 6,9 km de vol et sert maintenant de guide pour les activités de Persévérance. C'est son grand frère, ça, car la mission entre dans un ancien delta à la recherche de signes potentiels de la vie martienne. Les contrôleurs du JPL croient que lorsque le soleil s'est levé le lendemain matin du problème et que le panneau solaire a commencé à recharger les piles, l'horloge hélicoptère n'était plus synchronisée avec l'horloge à bord du rover Persévérance. Et oui, les deux se parlent constamment. Les communications d'Ingenuity passent par Persévérance. Lorsqu'Ingenuity pensait qu'il était temps de contacter Persévérance, eh bien la station de base de Persévérance n'écoutait tout simplement pas. Pour tenter d'accroître la fenêtre de communication, les ingénieurs ont commandé à Persévérance d'écouter le signal presque tout un sol martien ou une journée et ont enfin entendu parler de l'hélicoptère, mais étaient limités dans ce qu'ils pouvaient envoyer pour préserver son pouvoir. Mais les contrôleurs ont pu déterminer que la santé de l'hélicoptère semblait être bonne. La liaison radio entre les deux était stable. La matrice solaire rechargeait les batteries à une vitesse attendue pour cette saison, soit environ 41% d'une charge complète. C'est plus vite que ça, 41. Les responsables de la JPL ont déclaré que l'Ingenuity avait allumé ses appareils de chauffage chaque fois que des températures de batterie étaient inférieures à 15 degrés Celsius pour les 3 derniers sols. On n'oublie pas qu'un sol martien est d'environ 40 minutes de plus qu'une journée de la Terre. Cependant, les ingénieurs craignent que si cette approche se poursuit, la batterie ne pourra pas garder les appareils de chauffage tout au long de la nuit. La JPL travaille donc à fermer le chauffage lorsqu'il n'en a plus vraiment besoin pour sauver la durée de vie des batteries. Les ingénieurs sont pleins d'espoir qu'ils conserveront plus d'énergie de la batterie et de communication pendant au moins quelques semaines. La saison des tempêtes d'hiver et de poussière martienne présente toujours de nouveaux défis, en particulier des sols plus froids, une augmentation de la poussière atmosphérique et des tempêtes de poussière plus fréquentes. Mais n'oubliez pas que chaque vol et chaque kilomètre parcouru au-delà de la mission originale de 30 sols, c'était rien que ça, c'est un exploit, puis on est vraiment rendu du côté de l'exploit de toute façon. Et oui, le rover Zhurong sur Mars se prépare lui aussi pour son premier hiver sur Mars. Il n'y a personne qui échappe, là, il fait faire froid pour tout le monde. Le rover chinois Zhurong Mars s'adapte à son premier hiver sur la planète rouge, tandis que son compagnon orbiteur continue de cartographier le monde d'en haut. Cependant, le rover reçoit maintenant moins d'énergie du Soleil alors que l'hiver s'installe dans l'hémisphère nord de Mars. Pour compenser, l'équipe d'ingénierie de Zhurong a ajusté l'angle des ailes solaires pour une exposition maximale au Soleil et réduit les heures de travail du vaisseau spatial pour contrôler sa consommation d'énergie.
Zhurong dispose d'un mode veille automatisé qui se déclenche si les niveaux d'énergie tombent en dessous d'un point de consigne, déclenchant l'hibernation jusqu'à ce que les conditions environnementales s'améliorent. La période la plus froide pour Zhurong devrait se produire en juillet, mais pour l'instant, le travail du rover continue. Pendant ce temps, en orbite, le vaisseau spatial Tianwen-1, qui a transporté Zhurong lors du voyage de 7 mois de la Terre à Mars, a poursuivi son travail d'en haut. Ce travail inclut la capture d'images époustouflantes de la planète rouge. Tianwen-1 a d'abord agi comme satellite relais pour Zhurong, mais s'est depuis concentré sur ses propres objectifs scientifiques. Le sismomètre InSight a enregistré le plus gros séisme jamais capté sur une autre planète. La mission de la sonde, qui aurait dû s'achever en décembre 2020, a été prolongée par la NASA. Le 4 mai 2022, la Terre a tremblé sur Mars. Il a été détecté par la sonde InSight, arrivée sur la planète rouge le 26 novembre 2018. Son objectif était d'étudier le sous-sol de Mars à l'aide d'un sismomètre. Cette mission était censée s'achever en décembre 2020, mais est toujours en cours. Le séisme a atteint une magnitude 5. Le plus fort précédemment enregistré était de 4,2. Un séisme de magnitude 5 est d'amplitude moyenne comparé à ceux qui surviennent sur Terre. La sonde a enregistré plus de 1300 séismes depuis son arrivée sur la planète rouge. Le 6 avril 2019, la sonde InSight avait déjà enregistré le premier tremblement de Terre. C'est pas un tremblement de terre, c'est un tremblement de... Mars? Tremblement de Mars, d'abord dont l'origine paraissait se situer à l'intérieur de la planète et non pas dû à la chute d'une météorite. En convertissant les ondes générées dans le spectre audio, la NASA avait diffusé un fichier permettant d'entendre un séisme sur la planète voisine de la nôtre. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Chine la semaine dernière? Avez-vous vu cette image Armageddon? Il s'agissait tout simplement d'un ou plusieurs chalutiers ou bateaux de pêche, si vous préférez, qui auraient allumé de puissants projecteurs afin de chasser le Cololabis serra, un petit poisson. Peux-tu répéter? Le Cololabis serra. Le Cololabis serra. Hey, c'est... Je comprends rien, tu parles chinois, man. Donc, le Cololabis serra, c'est un membre de la famille des Scomberosaucidae. Ça, c'est pas important, mais ce poisson, c'est une ressource alimentaire dans certains pays d'Extrême-Orient. Les spécialistes ont expliqué que si le phénomène a pris des proportions pareilles, c'est avant tout à cause des conditions météorologiques particulières qui régnaient dans la zone. En effet, le temps était particulièrement maussade à Zhoushan. Un brouillard très dense planait sur certaines parties de la ville qui étaient elles-mêmes recouvertes d'une épaisse couverture nuageuse. Ajoutez à cela une pluie fine, ininterrompue et éventuellement une dose de polluants atmosphériques et vous obtenez les conditions idéales pour étudier certains phénomènes optiques comme l'effet Tyndall qui est en jeu. Rappelons que cette dernière n'est ni plus ni moins qu'une onde électromagnétique, c'est-à-dire un flux de particules chargées qui oscille plus ou moins vite. La distance entre ces oscillations matérialise ce qu'on appelle la longueur d'onde, un paramètre qui va donner ses propriétés à l'onde en question. Lorsque cette longueur d'onde est comprise entre environ 380 et 750 nanomètres, cette onde électromagnétique appartient au domaine du visible. À notre échelle, nous interprétons cette gamme comme de la lumière dont la couleur varie en fonction de la longueur d'onde. Mais ces ondes peuvent aussi rencontrer des obstacles sur leur passage sous la forme de minuscules particules de matière en suspension, des gouttes d'eau microscopiques, particules de poussière, exemple. Puis lorsqu'un rayon de lumière traverse un milieu particulièrement chargé en particules de ce type, on assiste à un phénomène de diffusion couplé à un phénomène de réfraction. Ça signifie que lorsqu'ils entrent dans un nuage de particules, les rayons de lumière qui voyageaient auparavant dans une direction précise à partir du projecteur du bateau se retrouvent déviés dans toutes les directions. On dit qu'elle est diffuse dans le ciel rouge visible sur de longues distances. Mais qu'est-ce que c'est? Il ne s'agit ni d'une météorite ni d'un ovni, mais d'un lancement de Falcon 9. Mais comment on peut voir ça? Jeudi dernier aux aurores, les habitants de l'État américain de Géorgie ont eu droit à un spectacle assez curieux. Plusieurs observateurs ont observé un mystérieux phénomène dans le ciel. Un objet brillant s'est déplacé à vive allure dans le ciel, suivi par une jolie traînée qui lui a donné des airs de méduse spatiale, d'après plusieurs témoins.
Même si ces lancements commencent à faire partie de la routine pour SpaceX, les observateurs qui ont pris l'habitude d'y assister régulièrement savent que ce phénomène visuellement très impressionnant ne se produit pas à chaque fois. Cette méduse ne peut apparaître que lorsque plusieurs conditions très particulières sont réunies. La partie visible de ce mollusque cosmique est tout simplement produite par les gaz qui s'échappent du moteur fusée lors de l'ascension. À ce stade de l'ascension, le gaz qui quitte la buse d'éjection avec une pression nettement supérieure à la pression atmosphérique. Or, la pression et le volume d'un gaz sont intimement liés. Une fois que ce gaz se retrouve dans ce nouvel environnement, il est forcé de s'y adapter en augmentant. Puis c'est à cause de ce phénomène que la traînée est aussi volumineuse. Mais si les habitants du sud des États-Unis ont eu droit à ce beau spectacle, c'est simplement grâce à un coup de chance au niveau du timing. Étant donné que le lancement a eu lieu à l'aube, soit quelques minutes après que les premiers rayons de soleil aient apparu, le soleil, la Terre et la fusée dans l'atmosphère étaient positionnés de sorte que la traînée a été éclairée sous un angle particulier. Un coup de chance qui a eu pour effet de la rendre visible quelques centaines de kilomètres plus bas. C'est donc un spectacle auquel les locaux pourraient avoir droit de plus en plus souvent, car SpaceX prévoit en effet accélérer considérablement la cadence de ses lancements. Une fois le fameux Starship mis en service, Musk espère même pouvoir enchaîner des lancements à longueur de journée, et ce dès l'aube. Puis ça, c'est une bonne nouvelle pour les amateurs de méduses cosmiques. Et c'est maintenant l'heure des nouvelles de Twitter. Pourrais-tu mettre tes lunettes, s'il te plaît? Tu vas avoir la plus sérieuse. Twitter, C'est mieux. cette semaine. On commence avec ce tweet qui dit « Nous aimons tous un bon test moteur ». Ouais, là, c'est sûr que là, il y a SpaceX qui ont fait sauter un Raptor la semaine passée, mais Blue Origin, eux, avec leur BE4, a l'air sacrément incroyable. Comment se compare-t-il au tir de moteur de SpaceX? Là, on commence à avoir une petite rivalité. Blue Origin est de retour, là. On a Starlink qui est maintenant disponible dans 32 pays à travers le monde. La couverture est incroyable. Les personnes commandant dans les zones marquées disponibles verront leur Starlink expédié immédiatement. Puis nous autres, on y navigue, on attend parce que vous voyez la petite pointe est encore en ombre, mais tranquillement, ils vont prendre l'expansion. Allez-vous en prendre un terminal Starlink? C'est environ 160 $ canadiens dans notre cas pour l'abonnement par mois, puis environ 1000 $ pour toutes les équipement. C'est encore très peu abordable, mais c'est quand même le fun de pouvoir avoir un réseau Internet. Puis nous autres, dans le nord du Québec, c'est pas fameux, ça nous aiderait. On est patient. Avec l'optique et les instruments du télescope alignés, l'équipe de Webb est en train de mettre en service les instruments scientifiques de l'observatoire. Il y a 17 modes d'instruments à vérifier en vue du début de la science cet été. C'était pour vous donner quelques petites nouvelles du télescope James Webb. Nous sommes à moins d'une semaine du lancement du Boeing Space Orbital Flight Test 2 de NASA vers le Space Station, la station spatiale. À partir du mardi 17 mai, il y aura une couverture de pré-lancement et d'amarrage du côté de la NASA. On va suivre ça. Et je termine avec aujourd'hui, en 1950, l'emblématique Bell X-1 Glamorous Glennis a volé pour la dernière fois, piloté par Chuck Yeager, qui est devenu une partie de notre collection peu de temps après. Ça, c'est le Space Museum, là, le Smithsonian à Washington. Puis je l'ai vu, puis je le dirai jamais assez. C'est vraiment impressionnant d'aller là. Les musées sont gratuits à Washington. C'est de toute beauté. On peut passer des journées là-bas. Passionnés comme moi là, d'aviation puis d'espace, on trippe. Puis le Bell X-1, c'est quoi cet avion-là? C'est un avion, un des premiers, le premier hypersonique. Il est allé à la vitesse du son, puis c'est pas un avion fusée comme le X-15 qui s'en allait à la verticale. On parle d'un avion qui s'en allait à l'horizontale. Chuck Yeager, lui, il est mort, ça fait pas tellement longtemps, environ 2 ans. Il avait 97 ans. Mais c'était tout un personnage. Il était courageux comme pas deux. Il faudrait que je fasse une vidéo juste sur ce gars-là. Un passé incroyable. Et ça complète ma petite tournée des nouvelles de Twitter de la semaine. Et la question de la semaine, je suis curieux, mes précieux abonnés, j'ai envie de vous connaître, parlez-moi de vous cette semaine. Vos projets, votre travail, vos rêves, votre famille, pourquoi pas votre nationalité. Allez-y, je vous demande, qui êtes-vous? Vous me voyez à chaque semaine, mais j'ai tellement envie de vous connaître plus, parce qu'ici, c'est plus qu'un one-man show. Non, c'est un rendez-vous qu'on a ensemble tout le monde à chaque semaine. Et ça complète mon actualité spatiale.
merci de suivre la chaîne à chaque semaine. Croyez en vous, réalisez vos rêves. Et comme disait Neil Armstrong cette semaine, pour ceux qui le connaissent pas, eh bien c'est... quelqu'un sur la planète qui ne connaît pas Neil Armstrong? Ouais, c'est vrai. Ben, en tout cas, c'est le premier homme à avoir mis le pied sur la Lune. Puis vous pouvez aller voir ma vidéo sur la mission Apollo 11 si vous voulez en apprendre plus. Visez les étoiles et si vous manquez, visez la Lune à la place. Et d'ici là, n'oubliez pas de regarder le ciel parce que c'est le retour des moustiques! Pas déjà mort! Ben d'une manière ou d'une autre, soyez Blue Dot parce que le futur, ça commence maintenant. Adios, amigos!